qu'en fait, j'ai une double tâche. Donc, en plus, on ne me demande pas seulement de présenter les institutions bruxelloises avec la COCOP, la COCOM et tout ça, de vous expliquer les raisons de la crise actuelle, mais aussi, vrai, quand même, que j'aborde la crise en elle-même. Donc, cette crise politique, hein, c'était 600 jours qu'on n'a pas de gouvernement à Bruxelles. On voit bien dans la presse côté dramatique et, de certains médias qui accusent, à tort, à raison, le monde politique bruxellois de ne pas être capable de trouver un accord. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on est bloqué. Et donc, je vais essayer de faire ça en deux parties. Peut-être qu'on fera une courte pause entre les deux. Je vais essayer de m'en tenir à 1 heure chacune. Donc, bon, peut-être on va faire une heure avant 13 heures. On verra bien. Ça dépend aussi, évidemment, de votre dynamisme. Mais je vais donc, pour la première partie, je vais ressurvoler, mais plus en détail, évidemment, ce que Laurent nous a expliqué. Belgique, c'était un petit pays aux frontières internes. Donc, bon, ben voilà, ça, vous l'aurez bien compris. C'est un pays de compromis. Mais un des problèmes depuis le début, je pense que s'il n'y avait pas Bruxelles, il n'y aurait pas de Belgique, tout simplement. C'est à la fois le cœur, la capitale, le cœur économique, toutes les lignes de chemin de fer passent par Bruxelles quasiment. C'est vraiment mais ça depuis presque les ducs de Bourgogne. Hein. Donc, ça remonte à Bruxelles, une capitale d'une zone économique très riche, hein, qui était vraiment... on rappelle que la révolution industrielle, après l'Angleterre, c'est en Belgique qu'elle s'est développée. Hein. Donc, c'est vraiment un pays très, très riche, avec une colonie très riche. Vous connaissez bien Bruxelles, toutes ces maisons du 19e, de 1900, toutes ces maisons de 1900 qui forment la deuxième couronne, Ixelles, Saint-Gilles et tout ça, ça ne s'explique pas sans la richesse de la colonie. Donc voilà, donc c'est un pays très riche, avec une économie dynamique, même si il y a des grosses crises de reconversion d'industrie, comme le charbon. Et c'est un pays compliqué, donc ça c'est clair, je ne dois pas vous l'expliquer. Et quelque part, ces réformes, c'est un peu comme le vélo. Vous savez, le vélo, pour rester en équilibre, il faut rouler. Et on a parfois un peu l'impression que ce pays, tant qu'il se réforme, il tient chaque pas on avance. On ne sait pas vers quoi on avance, ça c'est clair. Dans les réformes, il y a 6 réformes de l'État. Ça commence en 1970, mais ça remonte bien avant. On a parlé des Puntialaniti dans les années 30. Donc ça fait presque 100 ans qu'on est dans un processus de réforme de ce pays qui se voulait au début unitaire. Et quelque part, on ne sait pas vers quoi on va, mais on y va. Voilà. Et il ne faut pas se poser trop de questions. Comme dirait le gouvernement actuel, le fédéralisme belge est atypique. Il y a nulle part, quasiment tous les autres fédéralismes, ce sont des entités qui se sont regroupées au moment de la création du pays. Dans les États-Unis, pour les États qui peuvent en couper, d'autres, c'est au moment où ils se sont créés, ils se sont organisés sur une base fédérale. La Belgique a fait le contraire, donc elle s'est constituée sur une base unitaire et progressivement s'est fédéralisée. Comme il disait, c'est dans le texte de l'accord de Wevert et puis Elirist, c'est-à-dire que on crée, chaque étape est créative, imaginative. Il y a une capacité de créativité incroyable au niveau institutionnel qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Il n'y a aucun pays qui a des communautés et des régions. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Alors, le problème, évidemment, c'est que je vous ai dit un des nœuds de ce pays, mais c'est en même temps le pôle, presque la vache à lait du pays, la richesse de Bruxelles aujourd'hui encore. Avant, c'était la première ville industrielle. Maintenant, c'est la première ville capitale administrative. Donc, on a la communauté européenne, on a l'OTAN, on a les grandes entreprises qui sont localisées à Bruxelles et donc produisent énormément de richesses qui bénéficient à la Wallonie, certainement, mais aussi à la Flandre. Et on sait que la moitié de nos travailleurs, ici, sur Bruxelles, vivent en Flandre et en Wallonie. Et c'est tout à fait normal, on y reviendra. Donc, ça bloque, alors que pendant 36 ans, la région a été créée en 88-89, enfin, elle a eu un premier gouvernement en 89. Donc, ça va faire presque, en 2029, pour le moment, on va revoter, ça fera tout juste 40 ans que cette région existe. Et bien, pendant 36 ans,
bon an, mal an, les Bruxellois se sont affirmés comme une région autonome, capable de gérer et progressivement même les relations entre néerlandophones et francophones qui sont tout à fait pacifiées de manière très constructive. D'ailleurs, de plus en plus, les Bruxellois néerlandophones ne se définissaient plus comme flamands, mais comme néerlandophones, comme bruxellois néerlandophones. Donc l'identité même bruxelloise s'est ancrée dans notre réalité, mais voilà, faites la cata. Alors, bon, Doran a dit que c'était une histoire annoncée. Moi, en tout cas, je n'avais pas vu venir, mais effectivement, quand on regarde, effectivement, c'est assez compréhensible. Donc là, on a deux questions comme syndicat. Deux questions à se poser. Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas de gouvernement jusqu'en 2029 ? C'est quand même loin, 2029. C'est à la fois proche et à la fois... On travaille vite en campagne, mais 29, c'est quand même encore 3 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va gérer ? Et de toute manière, on sait bien que, sauf s'il y a un miracle, d'un coup, il y a un gouvernement qui s'installe et tout se pacifie par un coup de baguette magique, mais ça, personne aujourd'hui ne peut avoir la prétention de l'espérer. C'est clair qu'on va devoir réformer le bazar, quoi. On va devoir trouver des solutions. En tout cas, la Flandre, qui est fort préoccupée par Bruxelles, plus sans doute que la Wallonie, va vouloir qu'on change ce bazar. Cette ville dangereuse où il y a des tueries, encore il y a un mort hier, où sale, où on ne se sent pas chez soi. Voilà, donc il y a des velléités du côté du mouvement flamand. On va pas parler des Flamands, on va parler du mouvement flamand, les partis flamands, qui sont aujourd'hui majoritaires, Vlaams Belang, NVA, et puis les autres. Man pour Ruit, le Parti socialiste, quand son président vient à Molenbeek, on ne peut pas dire qu'il soit d'une bonne compréhension et disposition par rapport à notre réalité, à cette région que nous aimons tous, j'essaie, en tout cas pour moi. Donc voilà. Alors peut-être avant de commencer, j'aimerais bien peut-être que plusieurs d'entre vous disent un peu en quoi ils se sentent impactés. Et qu'il y a des gens ici qui se disent, mais moi je suis dans la merde totale, dans mon secteur, dans mes activités, ça a vraiment un effet. Et quelles sont vraiment vos préoccupations majeures. Comme ça, je peux un petit peu orienter mon exposé, parce que je ne vais pas pouvoir... un exposé, je pourrais parler 4 heures là-dessus, donc je ne vais pas vous saouler. Donc, on travaille toutes les deux à la région, au SPRB. Donc, forcément, comme on entend parler de shutdown, etc., on sait que on se doute que c'est plus des menaces qu'autre chose, mais voilà, il y a quand même un peu le point d'interrogation, plus toutes les politiques qui ne peuvent plus être menées pour les citoyens, l'octroi des subsides, etc. Donc, voilà. Manière, vous êtes presque en chômage technique. Pas tout à fait. Non. Parce que on multiplie par 4 quand on est en 12e provisoire, quoi. Donc, bon. D'accord. Très bien. 12e provisoire, shutdown. Et les menaces de licenciement sur le personnel dans les administrations publiques, etc. Moi, c'est une impression plutôt en tant que citoyen bruxellois, j'habite Bruxelles, c'est qu'effectivement, des partis minoritaires de droite qui ont 2% aux élections bruxelloises imposent effectivement à l'ensemble de la majorité bruxelloise de ne pas, je pense à l'Open VLD particulièrement, de ne pas avoir de gouvernement, alors que de l'autre côté, contrairement à ce que peuvent dire les partis de droite, les Bruxellois ont majoritairement, en tout cas du côté francophone, voté à gauche. Ouais. Moi, je travaille chez AB InBev, donc on livre quand même tous les établissements de la commune bruxelloise, où, étant donné qu'il n'y a pas de gouvernement, on se rend compte que aussi bien tout ce qui est PME, Horeca et tout ça souffre énormément, et qu'il y a beaucoup de fermetures. Et alors les plans Good Move et compagnie qui sont en train de s'installer sans vraiment une vraie visionomie, ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par rapport, je veux dire, à l'économie elle-même en Bruxelles, et ce fameux plan piétonnier où en réalité il y a plus d'insécurité à partir d'une certaine heure et que l'Horeca s'y retrouve pas du tout, quoi. Moi, c'est 2 choses. La première, c'est combien de temps est-ce qu'on va encore continuer avec un système dans lequel pour 5 euros dépensés, il y en a 4 qui viennent du financement réel et 1 qui vient de la dette publique, sachant que la dette publique, à un moment, c'est toujours ça bénéficie au fait aux riches puisqu'il faut la rembourser.
Et la deuxième, c'est peut-être en complément, mais dans l'autre sens de monsieur avant, comment est-ce possible que, alors que depuis les élections, nous avons des deux côtés linguistiques une majorité de gauche, ils n'ont toujours pas été capables de s'entendre. Et je pense qu'une partie de la vraie réponse, c'est l'attitude vis-à-vis du team Fouad Diar, évidemment, présumé trop islamiste ou pour qu'on le prenne. Voilà, mais donc, mais ne disons pas que c'est la faute à la droite. La droite, elle est minoritaire en région bruxelloise, donc c'est quand même d'abord la faute à la gauche. Donc, à un moment donné, on va travailler sur les résultats des élections et un tableau qui est évidemment assez avec les différentes majorités possibles. Et on verra bien que la plus solide, c'est une majorité de gauche. Mais manifestement, pour tas d'autres raisons qu'on va essayer de discuter, ne fonctionne pas. Ben nous, on est dans le social santé. Donc, on est impacté effectivement par le manque de gouvernement. Moi, j'aimerais bien comprendre comment ça se fait qu'effectivement, on n'a toujours pas sur Bruxelles une solution. Qu'est-ce qui coince réellement? Nous, par exemple, chez nous, on passe, certains travailleurs passent au barème IFIC. Et alors, les budgets sont visiblement toujours pas débloqués. Donc ce sera pour... on voudrait savoir un peu comment c'est possible que des ASBL ou qui, en règle générale, ont toujours eu un financement, se retrouvent maintenant sans financement parce qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement. Comment c'est possible que ça ne passe pas en affaires courantes et que ça continue le temps qu'ils se mettent d'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien essayer de comprendre de manière plus globale, en fait. Je voulais juste rajouter ce que ma collègue vient de dire, mais je ne sais pas, ces gouvernements, est-ce qu'ils comprennent qu'entre-temps, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne veulent pas s'entendre, il n'y a rien. Est-ce qu'ils comprennent qu'entre-temps, qu'ils sont en train de tout bloquer et ils rendent la population un peu, pas un peu, fâchée et démunie? Est-ce qu'ils mesurent les conséquences de tout ce qu'ils font? Parce que tout est bloqué. Il y a dans les non-marchands et les CPS qui ferment déjà pour le centre de soins et tout. On ne comprend pas parce que, comme a dit ma collègue, il y a le gouvernement d'affaires courantes qui pouvait prendre des mesures. Et pourquoi tout ils bloquent, ils ne veulent pas trouver une solution? Moi, j'ai une question. Je réponds à la question de l'impact. En tant que bruxelloise, j'ai l'impression de voir vraiment tous les jours la situation des personnes dans la rue se dégrader et je suis très inquiète de l'impact que la situation politique a sur le définancement de toutes les ASBL, de tout l'associatif, de tous les dispositifs qui s'occupent des personnes les plus démunis et qui sont évidemment une conséquence des mesures prises au fédéral. Hein. C'est un peu compliqué parce que cette région, c'est le cœur du compromis en fait. Hein. Donc c'est un nœud, c'est un vrai nœud. Hein. C'est un vrai nœud avec des... Effectivement, je ne sais plus qui a dit à 8 ministres. Déjà à Bruxelles sur la santé, je pense qu'il y en a déjà... Il y a un fédéral, un régional, un COCOP, un COCOM, un COCOR et un Blandrementschap. Donc ça c'est déjà 5. Donc, pour les 8, il y en a déjà 5 types en compétences au Bruxelles. Donc c'est effectivement, déjà nous, pour un petit territoire, c'est d'une complexité inouïe. Mais je pense que c'est indispensable quand même de l'évoquer. Et je vais essayer de pas trop m'attarder parce que sinon on va... Voilà. Donc, on y va. Donc effectivement, la Belgique unitaire, il y avait 3 niveaux de pouvoir. C'est un rappel, l'État central, compétent en tout, et puis 2 niveaux qu'on appelle subordonnés, c'est important, subordonnés, ça veut dire qu'ils dépendent de l'État. L'État a une autorité, donc peut exercer une tutelle sur les 9 provinces, et à l'époque, il y avait 2500 communes, non, il n'y en a quand même plus que 80, c'est quand même beaucoup. Voilà, les 2, ce sont des niveaux de pouvoir de proximité. Il faut bien s'imaginer, à l'époque de la Belgique de papa, il n'y avait pas de voiture. Enfin, pas de papa, de 1830, il n'y avait pas de voiture. Et donc, il fallait des pouvoirs quand même de proximité. Et, important, il y avait la province de Brabant. La province du Brabant, qui était une grande province riche, centrale, qui inclut aujourd'hui Bruxelles, évidemment, mais aussi qu'on appelle la province actuelle du Brabant wallon et la province du Brabant flamand.
avec des communes comme Lannes, etc. Alors, une autre carte qui est la même que vous avez vue tout à l'heure, avec les fameux communes. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette carte. Donc, effectivement, comme Laurent l'a expliqué, 4 régions linguistiques. Donc, ça, c'était créé en 1830. Et puis, il y a une nouvelle loi en 62 qui la fixe. Donc, on ne sait plus la changer étant une loi spéciale. Donc, c'est relativement bloqué. Et il faut savoir que dans les 50, il y a encore 3 communes comme Derkem, je ne sais plus lesquelles, 3 communes bruxelloises qui étaient flamandes et qui deviennent bruxelloises. Les ai plus en tête, mais voilà, c'est ça. Gansoren, Berkem, Saint-Agathe et Ezer deviennent francophones et donc deviennent bilingues et rentrent dans les 19 communes. Et une fois pour toutes, depuis 60, Bruxelles se limite à 19 communes. Alors, j'aime bien dire, il y a toute la problématique de la périphérie de Bruxelles avec les fameuses communes à facilité, les petites communes à facilité, Ity, Anvers, et puis tout le reste, c'est l'ancien arrondissement, l'arrondissement Alville-Vaux. Je rappelle qu'avant, nous avons encore des centrales qui sont à Bruxelles, des idées de 7K, Bruxelles, BSV. Il y a des centrales, je crois qu'Orval, c'est de Bruxelles, Alville-Bord, Liedekerk. La centrale générale, c'est Bruxelles, Vlaanderen-Brabant. Donc, on a, au sein même de notre belle organisation, on voit qu'il y a encore des traces de cette histoire et des frontières qui sont organisées différemment d'une centrale à l'autre. Par exemple, les métallos, eux, c'est Bruxelles, Brabant-Wallon. Alors moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu notre champ de bataille. C'est un peu le champ de bataille. Laurent l'a bien expliqué, on a un mouvement nationaliste flamand très fort, dont Bruxelles, historiquement, est une ville flamande. En tout cas, il y avait le Bruxellaire, c'est un patois néerlandophone, mais qui progressivement est devenu la capitale, ça depuis très longtemps, la capitale du pays, et s'est franchisé. Donc, on estime qu'il y a entre 8, 10, 12% de néerlandophones à Bruxelles aujourd'hui. Et donc, c'est le problème dans un pays où les néerlandophones sont majoritaires, à peu près 6 millions sur 11 millions, donc dans un pays nettement majoritaire, dans la capitale, les rapports de force sont totalement inversés. Donc, c'est les francophones qui sont majoritaires. Et donc, ça crée, c'est un peu comme Sarajevo, c'est un peu aussi le problème de Jérusalem, des villes qui sont enclavées dans un pays où la population qui y habite est minoritaire dans le pays. Et donc, ça crée évidemment, on peut imaginer, Sarajevo et Jérusalem, ça peut créer des drames terribles. L'avantage en Belgique, comme Laurent l'a expliqué, c'est que tout ça est très compliqué. Mais il y a eu des morts, hein, mais enfin, on les compte sur le gol humain. Il n'y a pas eu beaucoup de morts en Belgique sur le plan politique. On a un pays, quelque part, on est assez riche pour trouver des compromis et trouver des solutions. Et donc, on voit bien se dessiner tous les mouvements. Hein. Donc, on a un mouvement flamand, expliqué, très nationaliste, très à droite, une Flandre qui, historiquement, vote à droite, voire à l'extrême droite, avec un Vlaams Belang qui dépasse les 25%, avec la NVA, et une Wallonie qui, historiquement, vote plutôt à gauche. Bon, pas attendre aux dernières élections, c'est la première fois que les rapports de force étaient inversés. Mais donc, on a un mouvement wallon qui est plutôt un mouvement, comme tu l'as expliqué, économique, qui est plutôt une revendication sur le plan économique, et plutôt pas socialiste, mais enfin quand même à force dominante sur une vision socialiste de l'économie, nationalisation, réforme de statut, etc. Et à Bruxelles, on a effectivement 2 mouvements historiques qui se sont succédés. On a un premier mouvement qui est le FDF, le Parti des francophones, qui va réagir à partir des années 70 à l'évolution intelligente de la Belgique en disant on est enfermé, et ce sont le premier slogan, ce qui compte le carcan, donc l'enfermement de Bruxelles dans la Flandre. Et puis on a eu un autre mouvement dans les années 2000, au moment où la 6e réforme de l'État s'annonçait, pour faire 2007, 2008, on a eu un mouvement qui s'appelait Nous existons,
était un mouvement de régionalistes bruxellois, plutôt bobo-bourgeois, réclamant la régionalisation et donc la fin de la communauté française et de la communauté flamande à Bruxelles, d'avoir une région à part entière. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la carte, le champ de bataille. Et donc, on arrive évidemment dans les réformes successives. Alors, la première réforme, c'est 1970, va effectivement va être tout à fait créative, puisqu'elle va créer des régions et des communautés avec des territoires différents. Donc, vous avez les 4 régions linguistiques, flamande, bilingue, francophone, allemande. Vous avez l'État, évidemment, qui est national. Et puis, vous avez l'idée de créer des régions, une flamande, une bruxelloise, une wallonne, et des communautés, l'irlandais, français, allemand. C'est ça qu'on disait à l'école. Et, alors, on est déjà dans le compromis. On est déjà dans le compromis. Pourquoi? Parce que quelque part, on crée tout de suite les communautés qui n'ont pas, comme j'ai dit, les mêmes territoires que les régions. Donc, il y a les territoires, les instances se superposent essentiellement à Bruxelles, aussi du côté germanophone. On a bien dit 70 000 habitants. Comme c'est une région très riche, ils n'ont jamais hurlé. Ils s'en sont toujours relativement bien sortis. Et à Bruxelles, évidemment, c'est d'une complexité, puisqu'il y a les 2 communautés qui sont présentes sur Bruxelles. Et c'est pas vraiment, il n'y a pas, pour ça j'ai mis en tiret, il n'y a pas de frontière. C'est le PSC en compétence sur tout le territoire, évidemment. Mais les néerlandophones, ils forment 10% et les francophones forment 90%. On crée un concept très original, tout à fait original, c'est que autant les régions, ce sont des territoires, et c'est ce qui est ancré dans le sol, qui est vraiment vissé dans le sol, c'est l'économie, la mobilité, le transport public, le logement, donc c'est des choses matérielles qui sont vissées dans le sol, alors que les communautés, c'est les personnes. On va même inventer une chose qui n'existe nulle part ailleurs, les matières personnalisables. Donc la culture, c'est clair, la culture, c'est la langue, on exprime sa culture par ta langue, et donc, par définition, c'est une affaire de personne. Et donc, il y a des gens qui ont une culture francophone. Et alors, il n'y a pas de nationalité, donc vous choisissez, vous allez au théâtre flamand ou vous allez au théâtre francophone. C'est votre choix. Donc voilà, donc ça, c'est le choix. Donc, on va faire la même chose sur les matières sociales, locale santé. Et on va dire, pour accéder à l'aide sociale, pour accéder à la santé, il faut parler. Ça, c'était le malade, la première chose. Et d'expliquer au médecin ou au travailleur social, j'ai un problème social, c'est pas payé mon fin de mois, au cas, tu vas parler. Et donc, c'est la langue qui va organiser la matière et on va dire, voilà, il y a des matières personnalisables, donc c'est la santé, c'est la formation professionnelle, c'est le social, la cohésion sociale. Et donc, on va considérer que là, ce sont les gens qui choisissent leur communauté. Et dans les matières culturelles, vous avez l'enseignement, évidemment. Vous savez que l'enseignement, c'est la plus grosse administration, qui était la plus grosse redistribution. C'est celle qui prend le plus dans la richesse collective pour la redistribuer, avec un enseignement, pas dire gratuit, c'est un peu élevé, mais quand même pas très cher. Même l'université, c'est pas gratuit, n'était pas non plus, on ne paye pas le prépayé. On n'est pas aux États-Unis où il faut s'endetter 30 ans pour payer ses études universitaires. Donc, voilà. Donc, c'est le principe. Alors, le mouvement flamand qui voulait ces communautés les a tout de suite pointés. Du côté des régions, il y a un problème, Bruxelles. Voilà, il y a le gars Bruxelles qui pose problème. Quel statut, comment on va gérer Bruxelles voilà, ça commence déjà à chauffer. Et donc, on ne crée pas tout de suite les réseaux. Par contre, les Wallons qui, Ampère Renard n'est pas encore mort, tout à fait mort, on va dire, ils obtiennent une loi de planification économique et de décentralisation. Donc, ils renoncent à leur région tout de suite, ils l'auront plus tard, mais ils ont une loi de planification économique avec des dimensions régionales. Et on crée les conseils économiques et sociaux. Donc, de nouveau, par exemple, on crée le conseil économique et social wallon, le conseil économique et social flamand, mais on ne crée pas le conseil économique et social de Bruxelles, on sait, je suis du Brabant. Ouais. C'est déjà... Alors, je ne connais pas exactement tous les affluents, mais enfin, on voit déjà que c'est pas si simple. Par contre, allez,
on fait une concession aux Bruxellois. On leur dit, c'était 19 communes, il y a quand même plein de choses en commun. Vous avez des intercommunales, là, vous avez les problèmes de pompiers, vous avez les problèmes des égouts, vous avez plein de problèmes communs à toutes les communes. On va les regrouper dans une sorte de super commune ou de super intercommunale qu'on va appeler l'agglomération. Et là, c'est là qu'il va y avoir le premier clash, mais un clash dont on parlait encore en octobre dernier, qui a encore été évoqué en octobre dernier, c'est qu'on crée un conseil d'agglomération par suffrage universel. Et donc, en 71, tous les Bruxellois sont appelés à voter pour désigner leurs représentants dans ce conseil d'agglomération. Donc, c'est le SIAMU, c'est la STIP, oui, donc c'est déjà pas mal. C'est Bruxelles Propreté, donc c'est des secteurs importants qui sont des matières, non pas ni régionales ni communales, plutôt vraiment des matières communales, ça fait partie des matières communales, et qui sont donc organisées via une structure commune. Et donc, on va voter pour désigner les membres du conseil et on va désigner des échevins. On appelle ça d'ailleurs des échevins. Et on fait des élections, comme toujours, suffrage universel, présente télé. Et là, il y a le fameux parti FDF, très en pointe à ce moment, on est fort de gloire, très, très, très puissant, a la bonne idée de présenter des listes bilingues. Et rappelent et gagnent, ils ont la majorité absolue. Et donc, comme déjà dans cette agglomération où il y avait des matières culturelles, il y avait déjà l'idée qu'il y avait un conseil culturel francophone et un conseil culturel néerlandophone. Et il y avait déjà des règles d'arbitrage. Le négociateur avait quand même fait attention que les intérêts des néerlandophones ne soient pas liés par la majorité francophone. Mais évidemment, le FDF prend le pouvoir tout là. Donc les Flamands, le mouvement flamand, là, ils sont fâchés. Ils sont fâchés et ils vont d'ailleurs, dans les réformes suivantes, évidemment, en tenir compte et ce qui va d'ailleurs poser problème. Donc, on avance dans la deuxième réforme. Donc, finalement, on crée les régions et puis il y a de nouveau, dans l'année septembre, j'ai oublié le nom, il y a un accord, oui, le pacte d'Egmont, il y a un accord, et puis finalement, le mouvement flamand, les partis néerlandophones marquent un accord sur les institutions et sur le problème de Bruxelles, et le mouvement flamand se mobilise contre, et Kinderman se démissionne, c'est les cris, il y a des gouvernements qui se saisissent, on rentre dans une période de cris, et c'est finalement en 81, il y a un accord pour créer ce qu'on appelle maintenant la région wallonne, la communauté française, la communauté germanophone. On crée la communauté flamande et la région flamande, et il n'y a pas d'accord sur le texte. Et donc en 80, il n'y a pas de région bruxelloise. Bruxelles reste gérée par l'autorité fédérale. Comme l'a dit Laurent, la Flandre va décider de confier, comme le prévoit la loi de Piccal, de confier les matières régionales à la communauté flamande. Et donc la communauté flamande va gérer, donc il n'y a pas deux entités, il n'y a pas deux parlements, il n'y a pas deux gouvernements, donc la Flandre, d'ailleurs maintenant on ne parle même plus de communauté-région. Alors, évidemment, inutile de dire qu'en 71, comme j'ai dit, le FDF remporte la majorité. Ils sont élus, je crois, j'ai une très jolie peut-être, mais qui sont élus pour 5 ans. Non, pour 6 ans, oui, le 6 ans, un mandat communal. Et les partis flamands refusent qu'on retourne aux élections, tant qu'on n'a pas changé le modèle. Et donc, c'est tout à fait incroyable, les hommes et les femmes, c'est les hommes et les femmes, je crois qu'il n'y a que des hommes d'ailleurs, ils sont élus à l'agglomération, ne sont pas réélus, et donc ils vont rester en exercice jusqu'en 81. 71 à 80. Elle était personnalité bruxelloise de mon enfance. Il faut savoir qu'en 81, pour que ceux qui se souviennent, et c'est une chose qu'il faut c'est qu'à un moment donné, la Flandre est de droite depuis longtemps. Dans les années 80, il y a de nouveau des crises économiques et des tas de problèmes, des dettes de l'État, et on se rend compte qu'on rentre dans le chômage de longue durée.
on est sorti des 30 glorieuses, le taux de croissance est en berne, tout ça. Alors, on a le fameux gouvernement Martin Gaulle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les chrétiens démocrates, les socio-chrétiens et les libéraux font alliance, mettent les postalistes dehors et font un gouvernement dur, taux d'index, passeport 2. Enfin, tout ça, la sécurité sociale, enfin, c'est déjà un peu, un peu notre Arizona de l'époque. Et en fait, à 3 fois de suite, il y a eu donc des gouvernements de droite réformistes, donc qui ont fait des réformes de droite, donc antisociales, où le BTP était dans les rues à chaque fois. Et à ce moment-là, les réformes de l'État, la plante ne l'intéresse plus. Elle a ses réformes, en fait, de plus en plus. Le mobile premier, c'est un peu ce qu'on appelle un renardisme de droite, c'est-à-dire Renard qui dit « je ne peux pas faire mes réformes de structure parce que le gouvernement fédéral est de droite », alors on régionalise l'économie. Et comme ça, on pourra faire notre politique économique entre gens de gauche. Les Flamands, ils font exactement la même chose. Tant que on doit composer avec des socialistes au gouvernement fédéral parce qu'on ne sait pas faire autrement, alors on veut réformer, on veut régionaliser l'économie, on veut transférer les matières culturelles et on veut toucher à la sécurité sociale. Mais si on arrive à avoir un gouvernement qui nous convient, bon, on peut s'embarquer. C'est ce que fait De Wever aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement Michel appelle. Le gouvernement Michel 2014-2019, pas de réforme de l'État. Et voilà, des réformes socio-économiques. Inutile de dire que la FIDONA, c'est rebelote, c'est la même chose. Alors De Wever, il dit bien, il est chargé d'ailleurs par l'Arizona de préparer une 7e réforme de l'État, mais pour le moment, on ne l'entend pas beaucoup. On parie que quand l'Arizona aura terminé son chantier social, de casse sociale, la question communautaire va revenir, comme avec Martel Doll. Donc en fait, vous avez Martel Doll 1, où revote en 85, rebelote, pouvoirs spéciaux, réformes futures, et puis tout doucement, l'agenda est terminé, ils ont fait leurs réformes, et les Fourons, ou pour ceux qui se souviennent, le communautaire revient avec l'affaire des Fourons, et le gouvernement tombe, 87, et donc 88, c'est ce qu'on appelle le retour du cœur, donc les socialistes reviennent au pouvoir, et donc, nouvelle réforme de l'État, et à ce moment-là, on résout Bruxelles, on sort Bruxelles du frigo, on supprime l'agglomération, les compétences d'agglomération sont reprises par les entités de bruxellois, mais comme il y a toujours ce nœud communautaire, la créativité est au pouvoir, et on invente un gouvernement régional qui a les matières bleues régionales, l'économie, l'emploi, l'aménagement du territoire, le logement, donc la matière du territoire, et pour les matières communautaires des personnes, on va dire, on va créer une commission communautaire commune et 2 commissions, une francophone et une néerlandophone, avec la fameuse COCO ou la Vlaamse Commission. Alors au début, ces 2 structures-là, ce sont les anciennes, elles existaient déjà ici dans l'agglomération, donc simplement on les transfère et on se dit, ben voilà, elles vont continuer le job, mais elles ne sont pas autonomes. Elles sont sous la tutelle de la plante et de la communauté française. Elles sont sous la tutelle. Ce sont on appelle des entités cyborg. Par contre, on a un problème, c'est qu'on a des institutions qui sont bilingues. Le CPL, par définition, on ne va pas faire un CPS francophone et puis un TPS néerlandophone. Donc, on a un CPS, donc on ne peut pas... Or, d'abord, à l'origine, à ce moment-là, les TPS, c'est une matière de la communauté française. C'est une matière qui est exercée par la communauté française. Mais à Bruxelles, ce n'est pas possible. D'ailleurs, en 87, quand le nouveau gouvernement avec les socialistes à Vité française est créé, il a un ministre des Affaires sociales qui s'occupe des CPS, certain Charles Piquet, je ne vais pas vous le présenter, qui a notamment la politique des CPS, mais il ne peut pas l'exercer. Il est bruxellois pourtant, mais il ne peut pas l'exercer à Bruxelles. Donc, on crée alors un clone, on clone la région et on crée la commission communautaire commune, on appelle la COCOM, avec ceci de particulier, c'est que là, et là j'arrivais, pour ça qu'il était rigolo, on arrive dans la créativité la plus totale, on va créer donc
on va cloner la région où vous avez 64 élus francophones, 17 élus néerlandophones. Oh, pardon, cette semaine, non. 17 semaines. On va cloner et on va faire une assemblée, un parlement si vous voulez. On peut pas, à l'époque, on n'appelle pas ça un parlement. Une assemblée avec double majorité. Donc rien n'est voté, il n'y a pas la majorité dans les 64 francophones et les 11 néerlandophones. On crée vraiment un principe de la double majorité. Alors c'est important parce que c'est ça qui bloque aujourd'hui. Alors dans la créativité, pour éviter d'avoir 36 ministres, on va faire l'économie des ministres. Mais on va de nouveau, il faut trouver un équilibre. Alors il ne faut pas imaginer les palabres que ça a dû faire pour arriver à trouver qu'il y a eu l'idée, on va faire comme ça. Pour qu'on trouve un système, déjà au niveau de la région, on fixe le nombre de membres du gouvernement. Alors on dit, le ministre-président, on va dire, lui, il est asexué linguistiquement. En fait, on sait bien qu'il sera francophone par définition. La majorité des votants sont francophones. Mais on va faire 2 ministres francophones, 2 ministres néerlandophones. Donc déjà, parité. Même si on est dans un rapport 10-90. Donc, on crée ça. Mais bon, c'est un peu choquant. Alors, on atténue le concept et on crée 3 sous-ministres qu'on appelle des secrétaires d'État. Donc un secrétaire d'État, par définition, c'est quelqu'un qui exerce une matière ministérielle, mais sous la responsabilité d'un ministre. C'est faux. Très vite, il va dire, j'en connais qui ont travaillé dans les cabinets et qui disent très vite, les secrétaires d'État, même si c'est de mon même parti, je vais être surpris encore que j'ai envie tout seul. Moi, j'ai été vu, et enfin m'expliquer ce que j'en fais. Mais dans la forme, c'est ça. Logiquement, ne vote au gouvernement que les 5, le ministre-président et les 4 ministres. Mais c'est clair que les secrétaires d'État sont là, et si ça ne se passe pas comme ils ont envie, ils peuvent toujours... voilà. Donc voilà, ça c'est un peu l'équilibre. On va voir que dans la crise, tout à l'heure, après la pause, on va voir que dans la crise, à un moment donné, on s'est dit on va peut-être changer là, parce qu'on a un problème du côté néerlandophone. Dans certains projets de gouvernement, aujourd'hui, on a 4 partis. Or, vous remarquez qu'il y a 4 partis néerlandophones pour faire une majorité. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 ministres. Compliqué. Il y aurait un parti bien dans la majorité, mais tu n'es pas mis. Donc, tu votes, mais tu ne peux pas jouer le ministre. Alors, simplement, les commissions communautaires, on scinde. On prend les 64 francophones, ils font l'assemblée de la COCOR, et les 11 néerlandophones font l'assemblée de la VGC. Et on fait la même chose avec les ministres. Donc, les 5 francophones font le collège de la COCOR, et les 3 néerlandophones font le collège de la Vlaams-Communauté. Intelligent, hein? Et alors, pour le dit communautaire, on est sur ce principe qu'on parle à des gens, et donc, en soi, c'est fondamental, c'est démocratique. C'est pas parce qu'on n'est que 10% de la population qu'on doit être traité à 10%. On a droit à 100% de la même chose que les 90%. On a droit à la même qualité des hôpitaux, la même qualité des CPS, la même qualité associative. Donc les politiques qui s'adressent aux personnes et qui sont peut-être dans les 2 langues, comme les CPS, alors il n'y a que 2 ministres francophones, c'est 2 ministres néerlandophones. Le ministre-président préside les réunions, mais il n'a pas de compétence. Il est juste là pour faire en sorte que ça tienne. C'est quand même un tout petit peu cohérent. Dernière particularité, qui rend les choses un peu compliquées, c'est qu'en fait, dans le gouvernement, tout se décide collégialement, et c'est quand même encore le ministre qui met ça en œuvre. Et c'est lui qui signe les lettres, c'est lui qui signe, il donne les instructions à l'administration. Eh bien, pour les matières COCOM, il faut 2. Une francophone, une néerlandophone. Donc même dans l'exécution, il va y avoir le principe de la double signature. Si chaque fois il fallait faire des 2 signatures, les 2 langues. On avait cette réforme en fin 90. Chaque fois, je ne l'ai pas expliqué, mais chaque réforme annonce la suivante. Chaque réforme est un compromis, on trouve une solution, mais on ne réduit pas tout. Loin s'en faut. Et on ne satisfait pas toutes les attentes, toutes les aspirations, tout perd l'autre. Et donc, ça revient. Ici, on a un problème important. C'est que certains diront que les Flamands avaient les négociateurs néerlandophones avaient bien préparé leur coup en 89, 88, 89.
les francophones avaient oublié leur calcul. Et il se fait que mais en fait, c'est surtout qu'il a fallu, la fois précédente, créer Bruxelles. Les francophones étaient évidemment, y compris les partis, le député wallon, ont boué la carte de sortir Bruxelles du Cudio et d'avoir une attribution. Ça avait un coût. Ce coût, c'est les communautés qui le payent. C'est-à-dire que le mode de financement de la communauté française n'est pas bon. Donc les francophones, le prix à payer, c'est qu'ils ont tout financé leur communauté. Les flamands, il n'y a pas de problème puisqu'ils ont fusionné. Donc ils ont tout globalisé, ils ont leur même budget, et la plante est quand même parfaitement plus riche que Bruxelles et la Wallonie. Et donc, il faut sauver la communauté française. C'est le début des grandes grèves dans les écoles. Pour ceux qui se souviennent, l'année 90, c'était un mouvement de grève pour tous les années 90, avec les contre Kellings, la ministre de l'enseignement, mais Di Rupo était aussi de l'enseignement, il a aussi pris pour son grade. Et donc, on trouve un accord, et la communauté française va se décharger d'une série de compétences, essentiellement qu'on a pu appeler les matières personnalisables. C'est l'accord de la Saint-Quentin, et donc elles vont être transférées à la COCOP et à la région wallonne. Et donc, du coup, la COCOP n'est plus subordonnée, avec des écoles et tout ça, mais devient un pouvoir autonome sur la formation professionnelle, ça me l'intéresse beaucoup. Donc, la formation professionnelle passe de là. Donc, jusqu'à cette époque-là, c'était le Forum qui formait les travailleurs bruxellois francophones. On va créer Bruxelles Formation. On va transférer la politique d'intégration des personnes immigrées, on va transférer la santé, la prévention, tout ce qui est les aides aux personnes, une série de compétences vont être transférées à la COCOP et à la région wallonne. Accessoirement, la région wallonne va transférer des matières régionales à la communauté germanophone. Comme ça, les germanophones auront leur propre office régional de l'emploi, alors que l'emploi est une matière régionale. Et dans le mouvement, une phase d'aberration qui restait, cette province de Brabant, très riche, avec des grandes écoles, des terriards, au Pessel, on va la scinder en 3. Mais on ne va pas créer une province de Bruxelles, c'est un peu stupide, il est déjà assez avec les cadres de l'institution. Donc on fait l'économie d'une province et donc on transfère les compétences de la province du Brabant à la COCOP, la VRT, la COCOM et la région en fonction. C'est comme ça que transport scolaire, il y a toute une série de choses qui sont transférées, dont le CERIA. Et vous avez un CERIA, comment il s'appelle en néerlandais, mais il y a un CERIA néerlandophone et un CERIA francophone. Voilà. On avance. Alors, il y a encore une réforme, je vais là, en 2001, on essaye encore un peu d'améliorer le kit-in, vous voyez, chaque fois. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est que à ce moment-là, le Vlaams de langue monte en puissance. Or, vous avez vu, il n'y a que 11 élus néerlandophones. Au moins, il y a des élus, au plus, le parti le plus fort prend la main sur le plus de mandats. Et donc, le risque, c'est que l'extrême droite flamande atteigne la majorité dans le groupe linguistique néerlandophone au Parlement bruxellois et bloque évidemment les institutions que personne n'imagine gouverner avec les Pachos. Et donc, on trouve des solutions. Alors, on change, on fixe définitivement la répartition, parce qu'avant, le nombre d'élus francophones et néerlandophones, c'était en fonction, oui, j'ai oublié de dire, très important, c'est pas à redire, qu'évidemment, pour constituer le groupe linguistique francophone et le groupe linguistique néerlandophone, il y a une autre règle que les néerlandophones, les négociateurs flamands ont imposée en 89, c'est les doubles listes, donc les groupes linguistiques. Donc, quand vous votez, pour ceux qui votent ici à Bruxelles, la première chose qu'on vous demande quand vous allez cliquer région, on vous dit francophone, néerlandophone. Hein, et donc, vous allez, de votre choix, personne est tout à fait privé, personne ne vous demande de rendre compte que vous avez poussé sur le bouton francophone, néerlandophone. C'est votre choix, mais en fonction de ça, vous allez élire des francophones ou des néerlandophones. Donc, vous ne pourrez plus voter pour un francophone, parce que francophone, vous ne pouvez pas voter pour un néerlandophone.
donc la répartition des mandats se faisait en fonction du nombre de voix. Donc là, une fois pour toutes, on va augmenter, on va passer à 72 francophones et à 17 néerlandophones, et on va dire ça c'est fixe. Ça va avoir comme effet, c'est qu'il faut plus de voix pour élire un francophone qu'un néerlandophone. Mais ce n'est pas bien grave. Enfin, certains vont dire que c'est antidémocratique, mais en même temps, c'est de nouveau le prix de la fête communautaire à Bruxelles. Ce qui va arriver aussi, c'est que le Parlement flamand va, à un certain moment, donner une prime aux travailleurs flamands pour venir travailler à Bruxelles. Ce qui va donner l'avantage, c'est lorsque on votera pour le Parlement bruxellois, les néerlandophones vont augmenter la majorité flamande et les partis flamands vont pouvoir monter là-dessus. C'était aussi une sorte de discrimination parce qu'en fait, à l'époque, autant de Bruxellois que même de Wallons qui venaient travailler dans Bruxelles n'avaient pas cet ajout salarial que faisait le Parlement flamand pour faire venir les travailleurs à Bruxelles. Oui, et puis les politiques du gouvernement flamand à Bruxelles va être plus généreuses. Ils ont choisi d'en faire leur capitale, à juste titre. Et que vous avez vu que Bruxelles est enclavée dans la Flandre, il n'y a pas de raison de contester. La Colonie française a fait aussi Bruxelles sa capitale, mais la Wallonie a fait Namur. Voilà, donc on a... Évidemment, dans les dynamiques, il y a des choses qui se passent, mais voilà. Donc l'accord de cette réforme de 2001, la 5e, du nom, donc on fixe les groupes linguistiques, je vous disais tout à l'heure, mais voilà, donc fait que vous avez évidemment encore un Parlement flamand et un Parlement de la Communauté française. Du côté francophone, ce sont des députés bruxellois francophonie qui siègent, donc il n'y a pas d'élection directe au Parlement de la Communauté française. Ce sont tous les élus wallons qui sont au Parlement de la Communauté française, plus une quinzaine, je ne sais plus combien exactement, d'élus, 19 élus bruxellois qui vont siéger à la Communauté française. Il y a encore un petit nombre qui ira même au Sénat à une certaine époque, mais oublions. Donc, et c'était la même chose évidemment du côté néerlandophone. Avant, c'était des élus bruxellois néerlandophones qui siégeaient au Parlement flamand. Et ils devenaient cool. Ils sont déjà pas très nombreux. Ils sont 11 dans l'ancienne version. Ils sont 11 à faire le job. Donc, ils sont un peu débordés. Et donc, ils disent, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas se démultiplier. Et donc, on décide à ce moment-là qu'il y a une élection directe des bruxellois néerlandophones. Et donc, si vous avez, pour ceux qui ici ont cliqué sur groupe néerlandophone aux élections régionales, ils doivent non seulement voter pour le Parlement bruxellois, mais aussi pour le Parlement de flamand. Et alors, on crée aussi, pour tout à pacifier, on dit aux communes, si vous avez un échevin ou un président de CPS néerlandophone, on vous l'ajoute, on vous le paye. Donc, vous avez droit à un échevin surnuméraire qui vous avez un néerlandophone, et donc, ça fait partie un peu de la pacification. Alors, on se dit, mais là, vous vous souvenez, ça c'est l'arc-en-ciel, le gouvernement arc-en-ciel, avec du bureau TAT, on a mis les chrétiens démocrates dans l'opposition, les CDT étaient au pouvoir depuis la guerre et dans l'opposition. Donc, il y a une espèce de fait, ça, il y a encore une période où il y a une certaine croissance, les choses vont un peu mieux, et puis évidemment, ça revient, 2004. Il y a un agenda, le Parlement flamand a voté une série de résolutions pour l'autonomie. Et puis, il y a cette histoire dont Laurent nous a parlé, des communes à facilité. Mais il y a le thème qui disait, avec un peu de courage, on doit pouvoir régler ça en un jour. Enfin bon, voilà. Donc, rien à faire. Le problème communautaire revient. On a des élections en 2009. Et qui on est c'est pas les 600 jours, mais c'est une longue crise. Et on négocie. Et le PS, qui est ici quand même encore la première force politique francophone, négocie avec la NZA, qui est devenue la première force politique au Flamand. Et donc, il y a une négociation qui va assez loin dans les concessions et dans une nouvelle étape importante de la réforme de l'État. Il se fait qu'une fois que De Wever, qui est un malin, on le sait bien, une fois que De Wever a obtenu un accord de principe qu'on touche
au symbole de la sécurité sociale, qui est toute notre sécurité sociale. Pas possible. Moi, j'avais mon professeur de sociologie du travail, il disait, mais pourquoi on ne touche pas à la sécurité sociale? Parce que c'est le dernier ciment de la Belgique. C'est ce qui unit tous les Belges ensemble, à travers la pension, l'assurance maladie, le chômage, et toute une série de choses. Donc, si on touche à ça, la Belgique, il n'y a plus d'armée, t'en oublies, il n'y a plus de monnaie. Le Belge a disparu, l'armée, bon, maintenant, ça revient, mais à l'époque, on était dans le mur de Berlin était tombé. Le mur, oui, c'est ça, et donc l'URSS, il n'y avait plus de guerre froide, donc plus d'armée. Donc, le dernier ciment, c'était la sécurité sociale. Et c'est à ça, évidemment, Tové dit, moi, je veux un trophée, je veux quelque chose de fort. Et évidemment, il obtient la régionalisation des allocations familiales et de matières de santé, heureusement pas les soins de santé, mais il y a une série de choses qui touchent à l'assurance maladie, l'organisation de la première ligne de soins, les maisons de repos, la psychiatrie, de toutes ces choses qui sont transférées vers les régions et les communautés, et des éléments de la sécurité sociale, le contrôle de la disponibilité des chômeurs. On n'est pas encore dans des allocations de chômage dans le temps, la durée dans le temps, mais on est déjà le contrôle de la disponibilité, les politiques d'activation, les fameux plans Activar, tout ça. Donc le fait qu'on va financer des emplois avec l'assurance chômage, les articles 60 dans les TPS, donc toute une série de mesures sont transférées aux régions et aux communautés. Et donc tel fameux, et donc de dès qu'il a obtenu ça, il se retire. Évidemment, les négociateurs qui restent savent par terre totalement en marche arrière, ils vont quand même aménager les choses un peu mieux quand même, mais on a cette fameuse 10e réforme de l'État. Et alors, ça devient de nouveau là que vous avez des transferts massifs, vraiment massifs, vers les entités. Donc, ce qui est important à Bruxelles, bon, voilà, il y a des transferts massifs. À ce moment-là, les Flamands disent le centre de gravité de la Belgique a changé. Le budget du fédéral n'est plus le plus gros budget. Le gros budget sont dans les communautés et les régions. L'autonomie, vous avez des lois de financement et tout ça. Donc ça je vais... je passe sur on règle le problème de Alvilvoort, on cède Alvilvoort. On revoit les financements, on trouve un accord. Cette fois-ci, les francophones avaient leur casse-tête. Donc, on arrive à quelque chose un peu mieux équilibré, même si on ne sait pas prévoir, comme tu dis, on ne sait pas prévoir comment cette réforme va être mise en œuvre 10 ans après. Donc, et on n'est toujours pas. Donc, on n'a toujours pas fait les évaluations et tout ça. Mais pour nous, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que la COCOM, on obtient, vous vous souvenez qu'avec Kilva Mulder, on avait été dans les négociations pour dire, mais vous êtes fous si vous mettez le prix des allocations familiales, de la politique de première ligne de soins, quitte cet argent, de la revalidation et tout ça, vous le mettez à la COCO, on va tomber dans le piège de devoir dire, tac, pour 10 €, il y en a 8 à la COCO, fait 2 à la Vlaam, ça n'est pas celui-ci. Il est fou. Et en plus, les gens vont devoir choisir entre l'un ou l'autre. Ça va devenir fou. On va avoir 2 politiques de santé, on va revenir avec cette sous-nationalité bruxelloise. Et donc, l'argent de cette 10e réforme pour les matières personnalisables va à la COCOM. Tout d'un coup, bouf, c'est ainsi plus. Donc, toute petite administration, personne ne connaissait la COCOM, il n'y a quasiment pas de compétences. On disait même, il faudrait la supprimer. À quoi ça sert de garder ça? La COCOM, ça fait assez chouette, ça fait gros. Et puis, tout d'un coup, la COCOM devient un gros bazar avec les allocations familiales. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, on dit, il y a toute une série d'opérateurs qui relevaient de la COCO. On va leur dire, écoutez les gars, il n'y a pas un bal là. Si vous voulez continuer votre job, il faut passer à la COCO. Et on va faire ce qu'on appelle un basculement. Et donc, toutes les maisons de repos francophones, qui étaient majoritaires, qui étaient financées avant par le fédéral, c'est-à-dire que la COCO avait juste le pouvoir d'agrément. Elle les agrée, elle leur disait. Vous ne pouvez pas travailler et vous devez travailler à telle condition, telle condition. Mais le financement, le forfait INAMI, c'est le fédéral qui le payait. C'est pas l'INAMI. Dès le moment où le forfait INAMI bascule à la COCOM, le fric, il est là. Et donc, les maisons de repos,
les centres de revalidation, toute la toxicomanie, tout le secteur de la toxicomanie. Et à ce moment-là, les néerlandophones vont un peu fermer les yeux, bruxellois, et ils vont dire « Vous êtes bilingue, hein ?» Oui, on est bilingue. Oh. On va accepter le fait qu'ils ne sont pas bilingues. Parce que logiquement, le principe, c'est de dire « Va à la COCOM que les institutions qui se disent bilingues. » Question des pactos bilingues. Donc, il y a ce premier phénomène qui est le basculement, et donc la COCOM devient un pouvoir très fort, avec ses règles de dingue, hein, double signature, double majorité. C'est pour ça que le gouvernement, avec Macron, et Van den Brand notamment, et Gatt, vont accepter de lâcher un peu le lest pour permettre d'accueillir ces matières massives à Bruxelles. Le dernier point, on refinance Bruxelles. Oui, ça je vous oublié de dire, c'est important. Donc on refinance Bruxelles. Bruxelles, on réclamait 500 millions pour refinancer Bruxelles dans sa fonction, et on a 460. Bon, ça va. Et donc on est financé, notamment par les Flamands et les Wallons, qui vont financer la mobilité, la fonction internationale, la main morte du phare. Donc on va avoir un financement. Dernier élément, on crée un nouveau truc, la communauté métropolitaine, parce qu'en fait, la ville s'est agrandie au cours du XXe siècle. Quand tu es dans les 19 communes, c'est pas la ville. Après ville des urbanistes, des sociologues, elle fait 130 communes. Elle va jusqu'à faire le roi. Le vrai Bruxelles est beaucoup plus grand que ces 19 communes. Et donc, il y a le ring, le RER. Donc tout ça, ça fait partie de la fonction de Bruxelles. Bruxelles ne sait pas fonctionner sans RER. Inutile de dire que ça fait longtemps qu'on l'attend. Le ring, on voit bien que la Flandre est en train la Flandre, à un moment donné, décide, hop, on ferme une sortie, depuis laquelle, hop, et on prive Bruxelles d'un accès. Donc on dit, ça va pas. Il faut créer un espace où on va discuter du développement de la métropole, de la grande ville, de la vraie ville internationale. Et on crée une communauté métropolitaine. Ni les Wallons ni les Flamands n'en veulent. Même les Bruxellois sont à bord court. Et donc elle néglige ça. Avant de passer à un exercice un peu compliqué, qui est d'essayer de comprendre le résultat des élections, pour regarder le résultat des élections, les différentes tentatives de trouver un gouvernement qui ont échoué, et de voir aussi quelles sont les éventuelles pistes de réforme qu'il faut voir vers immanquablement une 7e réforme de l'État. Je vais quand même revenir sur 2-3 points sur l'exposé, parce que j'ai pas répondu à toutes vos préoccupations. Donc, sans rentrer dans le détail de la loi spéciale de financement, qui est assez compliquée, elle a ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, on est une ville de niveau économique est très riche, qui est vraiment contribue énormément tant à la sécurité sociale au PIB, au produit intérieur brut. Le simple fait de la concentration de toutes ces administrations et aussi de grands centres de décision économique d'entreprise et autres. Mais ta population, à part évidemment toute une série de cadres internationaux, de gens fortunés qu'on va retrouver dans les Woluwe, Uccle et autres communes de la deuxième couronne, la population bruxelloise, Bruxelles se caractérise historiquement par une forte immigration, et contrairement à la France, les populations immigrées des différentes vagues d'immigration des années 60-70 et même maintenant se sont fixées au cœur de la ville. Et donc, ce qu'on appelle le croissant pauvre, c'est-à-dire ça commence à Saint-Gilles, puis il n'y a pas de Regem au Molenbeek. On a cette caractéristique donc d'une ville totalement duale, à la fois une métropole internationale qui attire énormément de richesses et de lumière. Hein, on voit bien qu'elle transforme en des lumières. Et à côté de ça, une population très pauvre. Et la classe moyenne, la classe moyenne, ne sait plus se loger à Bruxelles et donc quitte la ville. Il y a une forte immigration. C'est un exode urbain, donc vers dans le Vapen du Hainaut, jusqu'à dans des communes en Flandre. C'est d'autres problèmes en Flandre, puisque la classe moyenne travaille, il n'a pas toujours, le look voulu, donc les gens d'origine étrangère, notamment, vont s'installer dans certaines communes flamandes, et ça pose des problèmes. Mais bon, pour Bruxelles, c'est un challenge. Alors, en fait, c'est la richesse économique de Bruxelles qui sauve Bruxelles. Mais en même temps, on enfonce les Bruxellois les plus pauvres.
En fait, par rapport aux deux autres régions, la plus grosse part des recettes de cette région, c'est l'immobilier. C'est l'impôt cause. C'est lui qui va sauver Bruxelles. Parce qu'évidemment, je ne dois pas vous dire, le prix du logement, le prix des maisons va exploser. Quelques décennies. Et donc, chaque fois, à chaque l'impôt foncier, c'est les régions qui donc l'impôt pour l'immobilier, ce sont les régions qui les captent. Donc, Bruxelles est sauvé par le paradoxe, évidemment, c'est que c'est les Bruxellois qui nous payent. Catch. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, évidemment, bon, il faut toujours imaginer que, voilà, c'est vrai qu'au moment où on a refinancé Bruxelles, le gouvernement de l'époque n'a peut-être pas été tout à fait regardant dans les dépenses. On s'est dit même à un moment donné, on va sortir de notre dette, on va sortir du périmètre de calcul de la dette belge, bruxelloise, tous nos investissements, parce que ça, c'est des investissements pour l'avenir, le métro, canal, enfin bref, on va les sortir. Et puis, il va y avoir le Covid, qui évidemment va aussi entraîner des dépenses non prévues. Et donc, le budget régional, évidemment, est en déficit assez catastrophique. Et bien, l'absence de gouvernement fait qu'on ne sait pas résoudre le problème, on ne sait pas faire les arbitrages, comment on va réduire la dette, comment on va éviter, évidemment, de devoir payer des intérêts de la dette, comment on va... certains disent que Bruxelles ne sera plus payer ses fonctionnaires. Je pense qu'on est loin d'être une compte. Enfin, moi, je ne suis pas de bain. Et aujourd'hui, on n'est pas question encore d'avoir des problèmes de ce type-là. Mais c'est clair que d'avoir une dette qui explose n'est pas tout à fait signe d'une bonne gestion. Donc, c'est un problème. En plus, comme il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget. Et donc, on travaille en deuxième. Et donc, il y a des activités, des fonds entiers d'activités qui ne rentrent pas dans les deuxièmes provisoires parce que ce sont des traînées comme à l'ingoué tout dedans. Donc, comme il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas les aider payer. Donc, voilà. Donc, la situation budgétaire est compliquée. Juste deux remarques. Encore deux autres remarques. Dans toute réforme de l'État, mais ça, je ne vais pas vous en parler, j'en suis incapable, mais il faut savoir que non seulement quand on réforme, il transfère une matière du fédéral vers la région, il faut évidemment que le PRIC suive, c'est simple, mais aussi les agents. Ils vont administrer c'est chaque fois des négociations internales. Les camarades de la CGFP doivent avoir des souvenirs, c'est un peu dur de ces négociations internales. Il y a un camarade qui me parlait de la réforme de la province du Brabant, il a fallu, voilà. Ça fait partie du job de nos représentants. L'autre chose aussi, c'est que quand on prend une matière qui était gérée au niveau fédéral sous le pays, il y avait des préfixes. Quand vous le divisez en 3-4 régions, il se fait qu'à Bruxelles, on est arrivé, par exemple, dans la question fiscale, les préfixes sont dedans. Dernière chose, ça c'est important, et là, pour la FGTB, on a été à la pointe, de temps en temps quand même. On s'est battu pour qu'à Bruxelles, ces matières soient gérées selon les mêmes principes, c'est-à-dire paritairement, il y a des syndicats, et donc on a créé un organisme qui s'appelle IRIX-Keller, et c'est les syndicats et les patrons qui le gèrent avec les mieux comme le site, comme à l'INAMI. Bon, donc on est bloqué. Donc en juin, vous vous souvenez, on a été voté, ça a presque 600 jours, oui, ça fait beaucoup, ça fait presque 2 ans. Alors, j'ai fait l'exercice de voir quelles étaient... il n'y a pas toutes les majorités possibles. Il est fait des majorités de gauche, de centre-gauche, de centre-droit, de centre-là. Donc, voilà, elles sont là. On va vite les parcourir. On va regarder sur ça, ce sont les sièges aujourd'hui, parce qu'il y a eu 5 défections. Important. Et encore de la gauche. Donc, il y a eu une MR qui est partie au PS. Il y a eu un PTB qui est parti, qui est maintenant au PS. Enfin, il n'est pas au PS, mais il est dans le groupe socialiste. Donc, il est compté GP sur le site du Parlement. Il est bien comptabilisé comme socialiste. Donc, le PS2. Donc, ça, qui remonte un peu. En fait, le PS avait pas vraiment perdu, mais il n'avait pas gagné. Il avait peut-être bien un siège, donc il avait un petit peu baissé, mais il avait déjà perdu aux élections précédentes. Hein, donc, il n'arrivait pas à remonter à premier parti. Il s'est fait évidemment doubler, ça vous savez, par les libéraux qui ont cartonné, voilà. Le PTB, donc, cartonne à max. Vous imaginez combien, je pense qu'il double son corps. Vous avez noté, mais bon, c'est pas important.
Les engagés montent aussi, ils ont aussi gagné pas mal. Les écolos, la Qatar, ils ont perdu la moitié de leurs élus. Là, ils sortent de là groggy et ils disent « Oh les gars, moi ça fait ça, on va arrêter d'aller gouverner. » À chaque fois d'ailleurs qu'ils vont au gouvernement, après ils prennent une ratatouille. Donc, BFT, idem, perd énormément. Groupe francophone, 72. Donc voilà, on a un premier truc. Du côté flamand, et c'est ça évidemment le premier élément qui va être problématique. Vous voyez tout de suite que, choup, vous avez vu? Là, il y a 6 partis pour 72 postes, et là, il y en a 8 pour 17. Waouh, ça c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis, il y a un nouveau venu, Haïdar, un ancien Boreuil, non pas Pels, Boreuil, et s'est présenté seul. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, notamment Groen cartonne. Donc Groen, il n'a pas gagné d'élus, mais en nombre de voix, il augmente de manière assez instante, qui est consolidé, alors que tes copains d'écolo prennent une ratatouille, manifestement, voilà. Van den Brandt t'en sort beaucoup mieux que Marron. Hein? En fait, à mon sens, je pense que l'ULB a fait un sondage, 40% des écolos flamands sont francophones. 60% des électeurs de Kin, Fouaïda, sont francophones. Donc, il y a eu un siphonnage. En fait, le nombre de votants a augmenté de 20% du côté flamand. Il y a eu 13 000 votants en plus. Kin, Fouaïda, 13 000. Donc, il y a des jeunes, des nouveaux, tout le monde, d'ailleurs, quand on dit francophone, néerlandophone, c'est parfois un peu, pas toujours évident, mais enfin, on s'exprime en français, on s'exprime en néerlandais. Voilà. La NVA sert un peu. Open VLD, perte de 1. Vlaams de Lang avait 2 élus. Ils ont un peu progressé. Donc, il n'y avait pas, Vlaams de Lang a sans doute aussi siphonné des voix francophones parce qu'il n'y avait pas de parti d'extrême droite francophone. Il y a eu un accord entre, chez nous, l'extrême droite wallon, c'est-à-dire à Bruxelles. Donc, Vlaams de Lang a aidé, n'a pas présenté de liste en Wallonie et est venu aider, est venu avec toute sa machinerie aider chez nous. Et en échange, ils ont dit, on va appeler à Bruxelles dans demain. Bon, ils ont eu 2 voix, mais il y a déjà un qui a fait l'exception, c'est l'indépendant. Donc, résultat des cours, le gouvernement qui sort, qui est actuellement le seul qu'on a, ben, il est en rouge. Donc, il faut 37 et 9 pour être en majorité. Il a 29, donc vachement loin. Et il a 8, donc il va. En fait, la seule vraie coalition qui tient la route, c'est une coalition de gauche-gauche. Donc, 8 PR, 14 PTB, Écolo, 7, 20, 39. Ah, bah, ouais. Et alors, du côté néerlandophone, avec quelques 3 portefeuilles néerlandophones, un ministre, 2 ministres et un secrétaire d'État. Ben, ici, il y en a 4 parce qu'il y a le PTB. Là. Et donc, il y a 4 Groen, Croate, Haïdar, 2 Boreuil, 1 PTB, ça fait 10. Et le PTB, pour avoir discuté, je vais revenir là-dessus dans les pensions, on a discuté au 1er mai avec le PTB. Certains disaient, déjà qu'on est à Progrès et à Molenbeek, que c'est pas notre projet d'aller au gouvernement, et surtout d'aller à un gouvernement qui va devoir gérer la dette de prédécesseurs. C'est pas notre fort de faire des plans d'austérité. Bon. Donc, vous avez un gouvernement dont on parle, un gouvernement centre-gauche sans le PTB, donc il y a une possibilité sans le centre-gauche qui est jouable avec les engagés, avec des filles et avec la team Fouaïdas. On entend pour le moment, c'est de nouveau en train de dire oui, il faudrait peut-être quand même l'essayer. C'est la seule formule qui n'a pas été essayée pour la bonne et simple raison que la team Fouaïdas, il y a plusieurs partis. Et donc voilà, sans PTB, on pourrait s'en sortir avec cette formule-là, un petit peu plus court, mais on est quand même à 37,9, donc ça va. Tiens, on l'a pas essayé. Hein, donc il reste les autres formules. Alors, il y a celle de centre-gauche, je veux dire un autre de centre-gauche, un peu plus au centre-gauche, c'est les mêmes du côté francophone. Mais du côté néerlandophone, on remplace l'acquis par et le CDB, Anders. Alors ça, c'est la fameuse formule de notre président des engagés, Broek Praat,
qui vient de capoter il y a une semaine, 2 semaines, qui a essayé, et celui qui a dit non, moi je ne joue pas à ça, c'est Je voudrais juste être sûr de bien comprendre. Là, on est en train de voir en fait les coalitions possibles pour faire la majorité. Oui. Ça veut dire que ceux qui restent, donc par exemple, je prends la première colonne, des 29, ce serait donc le PS, Écolo et Défi dans la majorité. Et donc les autres qui sont pas, donc pour atteindre les 72, les autres seraient dans l'opposition. C'est le gouvernement actuel, c'est celui en affaires courantes. C'est avec... En fait, j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est les possibilités Donc, il y a... des groupes qui se mettent ensemble pour faire la majorité. Et donc, ce qui reste va dans l'opposition. Oui. C'est ça? Ah oui, oui. OK. Et donc, en fait, c'est ça qui coince, c'est qu'ils n'arrivent pas à décider qui va dans la majorité, qui va dans l'opposition. Oui, c'est ça. En gros. Personne n'a envie d'aller dans la majorité. Je pense que vous l'avez dit et que c'est ça le vrai problème, c'est que personne ne veut aller dans cette majorité parce qu'on a vraiment l'impression que la région bruxelloise, c'est la région des losers. Et ça vient un petit peu quand même de ces différentes réformes que vous avez évoquées avant, qui font qu'aujourd'hui, on en est là. On est la région qui produit 20% de la richesse du pays et qui finalement est une région de perdants où on a le plus fort taux de pauvreté en Belgique. Ouais. Je ne serais pas aussi radical de toi. Je pense qu'il y a des calculs politiques qui sont faits et que on va revenir sur par exemple le Parti socialiste, qui est quand même la deuxième force politique de la région, qui a été très longtemps la première. Ils n'ont pas tout le temps été ministre-président, mais ils ont eu la présidence dans quand même pas mal de majorités. N'a pas envie de rentrer, ça on va expliquer après, n'a pas envie de rentrer dans un gouvernement pour mettre en œuvre l'Arizona. Loser, c'est peut-être un peu exagéré. Enfin, c'est peut-être pas la bonne... Je sais pas si c'est la bonne manière de voir les choses. Je pense qu'il y a un problème budgétaire. On sait bien qu'il va falloir faire des économies drastiques, probablement. Et ça, c'est une des raisons principales dans une analyse plus matérialiste des choses, plus qu'identitaire, de savoir pourquoi personne n'a envie d'aller dans ce gouvernement. On va voir après j'ai le slide suivant, on va voir les différentes étapes tentatives qu'il y a eu, on va pouvoir les commenter. Donc, je pense qu'on m'a dit un intervenant précédent, oui, donc la vraie raison, c'est qu'effectivement, très peu de gens ont envie de rentrer dans ce gouvernement, particulièrement à gauche, puisque les deux premières choses qu'on devrait faire, c'est trouver une solution budgétaire et avoir moins de fonctionnaires, parce qu'on a une croissance du nombre de fonctionnaires absolument folle. Donc, ça, c'est les deux premières choses. Je voulais ajouter dans les dimensions négatives, il y a quand même on est dans une région avec, je pense que la gauche a toujours participé depuis le début de la région, et on arrive à avoir à la fois la plus grande pauvreté et le plus d'inégalités. Donc, je veux dire, pour des gens de gauche, c'est un peu complexe. Enfin, le seul point positif, j'en parlais informellement, c'est le fait que en région bruxelloise, l'espérance de vie est plus grande qu'en Wallonie, alors que normalement, on devrait être moins loin. Voilà, mais pour le reste... Mais juste, L'autre débat qui est... pourquoi est-ce que le team Fouad Aldiar ne dit pas maintenant, ben voilà, nous proposons ceci ou cela? Moi, il y a une chose quand même qui me fait bien rire, c'est qu'on regarde, ça fait 600 jours où ça coûte quand même pour le peuple belge beaucoup d'argent et beaucoup de pertes d'argent. Je pense qu'on dit on peut s'engager. La solution aurait été vite si après 3 mois, on aurait arrêté de payer le salaire de tous ces ministres. On aurait eu vite une coalition qui se serait formée et beaucoup auraient dit. Ce qui est déjà pas normal, c'est que pendant 600 jours, ces gens ont continué, oui, en affaires courantes, mais à avoir leur salaire. Moi, je trouve qu'après, je sais pas moi, allez, je veux dire, vous savez, dans une entreprise, si moi je vais au conseil d'entreprise et que pendant 3 mois on dit que les ouvriers ne travaillent pas, je vous assure que l'entreprise ou elle se délocalise ou elle ne fonctionne plus. Ici, on est dans un gouvernement où on me dit oui, mais celui-là ne veut pas prendre ses responsabilités. Je vous assure, dès que vous enlevez le salaire à tous ces ministres bruxellois et que vous leur dites on ne vous paye plus de salaire, la semaine d'après, il y a un accord qui est fait et ils reprennent tous le boulot. Eh ben oui. Okay. Mais nous, on a la fait qui se coule. On les paye, mais on perd de l'argent. Moi, vous avez évidemment toute la légitimité de le penser. On serait peut-être tous prêts à le penser aussi au café, mais en tant qu'organisation syndicale, c'est pas dans cette perspective-là qu'on, c'est eux, nous c'est nous. La question,
c'est qu'on est dans un cadre que vous avez vu qui est l'héritage d'une Belgique qui remonte à une démocratie un petit peu structurée. Il y a des choses qu'on peut effectivement porter et revendiquer, notamment le principe de revoter. Donc, j'ai pas évoqué ça maintenant, mais on va revenir après. C'est que pour des raisons de stabilité du pays, on ne peut revoter quand il y a une crise majeure qu'au niveau au top. Donc, c'est un principe de stabilité. C'est quasiment dans tous les États fédérés comme ça. On ne peut revoter, on peut faire tomber un gouvernement national, parce qu'on fait tomber tout le pays, tout l'équilibre, mais on ne peut pas faire tomber une communauté, une région. Et ça, c'est un principe qui est inscrit dans les lois spéciales et certains le disent aujourd'hui, il faut pouvoir revoter. Ça va peut-être rien changer, mais dans tous les pays du monde où il y a des crises de ce type-là, on peut avoir comme ça des gouvernements qui se succèdent, parfois comme on prend des gouvernements d'injustice. On va revenir là-dessus parce que c'est le cœur du problème. Je voulais savoir quel risque prenons-nous si on n'arrive pas à se mettre d'accord à la mise en place d'un gouvernement. Il y a une rumeur à un certain moment de mise sous tutelle. Est-ce que c'est un risque réel? Est-ce qu'il y a d'autres risques? Donc légalement, il n'y a aucune possibilité de tutelle. De nouveau, c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué dans l'introduction, mais qui est typique de la Belgique, une fois comme ça dans tous les États fédérés, c'est que les entités sont totalement autonomes. Donc, il n'y a pas de tutelle, il n'y a aucun pouvoir de tutelle. Le fédéral a des petits bouts de tutelle qu'il n'a d'ailleurs jamais exercé au Bruxelles sur la fonction internationale, mais fondamentalement, le fédéral ne peut pas dire « je reprends la main, vous êtes des incapables, je m'occupe ». Donc, ça, c'est le principe même de la réforme belge. Ce sont des totalement cloisonnés. On va avancer ici dans les autres scénarios. Vous voyez qu'il y a encore 3 scénarios possibles. Il y en a un qui était celui de base, qui était celui qui a été envisagé dès le début, c'est-à-dire du côté francophone, MRP engagé, et du côté néerlandophone, Groen, les libéraux, les le Borreuil et le CDP. Voilà. Donc ça, c'était le truc. Il y en a d'autres qui ont été testés, qu'on va voir par le PS, 2 autres qui sont champ de plus. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une qui n'a pas été testée de celle-là. Peut-être que quelqu'un a la suite d'imagination que moi, mais pas. Donc voilà. D'abord, essayer de comprendre les éléments de compréhension de la crise. Donc les partis francophones de l'Arizona ont gagné. Il faut quand même, ça évidemment boucher sur le masque dans un public mec. Ils ont gagné. Ils ont fait un basculement. Ils ont culbuté le PS, ils ont culbuté les écolos. Ils ont gagné. Mais la gauche est majoritaire. Certes, avec Froidart et le PTB, Froidart, on n'était pas fait, on était qui fait, mais bon. Le gouvernement, comme j'ai dit, sortant, il perd toute légitimité, parce qu'il est déjà vu, il est vraiment de loin de la majorité. Les néerlandophones, j'ai vu, c'est complètement éparpillé. Il y a des vétos, très vite. Alors, là, quand tout le monde d'accord, ne discute pas avec le Belin. CPB, PDVA, ça, on voit bien que la droite dit même, c'est les mêmes que le Jean Golang. Donc, si on met un cordon sanitaire sur le Jean Golang, on le met aussi sur les communistes. Et puis, une fois à Haïdar, ça, on vient le faire. N'oublions pas, je vais expliquer, c'est que la Flandre, le mouvement flamand, les partis flamands, contestent depuis toujours. Donc, ils ont accepté des élus. Mais leur modèle, c'est la Belgique. Bruxelles est gérée par les Flamands et les Wallons. C'est le confédéralisme. Et on arrête avec ce truc compliqué où il y a des attentats. C'est le nœud. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, en fait, même à certains moments, quelqu'un a dit que Bruxelles a toujours eu une participation au socialisme, même si à un moment donné, il y a eu les libéraux ont l'administré dedans, donc de 99 à 2004. Sinon, les socialistes ont été tous les gouvernements et ils ont eu la ministre-présidente de tous les gouvernements depuis 89. Alors, voilà un petit peu les tentatives successives. La première chose, c'est que très vite, il y a une majorité francophone qui se dégage. EPS, il tente de se faire un procès d'intention quand il l'assume. Il a dit, OK, on y va. Seulement, il y a un clash au communal. À un moment donné, ils disent, bon, on va quand même attendre les élections communales, parce que c'est en octobre, ça ne sert à rien d'aller trop vite. On va un peu voir comment les Bruxellois vont, s'il y aura des corrections.
Et là, il y a des petits correctifs, je n'ai pas fait les calculs, mais il y a des petits correctifs, et surtout, c'est qu'il y avait des accords MRTS dans certaines communes, comme à Ixelles, et donc, du coup, ça a eu un effet domino, et ils se sont un peu fâchés. En plus, bon, Michel n'est pas quand même un facilite les choses, et le Leinster, il était un peu sous la tutelle. Donc, le Leinster, c'était le maire bruxellois, un jeune, de Boisfort, une commune sympa, très sympa, mais bon, il avait son parcours dans le Joe qui se disait l'Arizona. Oui, ce que je voulais dire, c'est et qu'en fait, un autre élément, c'est que Bruxelles vote à gauche, alors que tout le pays vote à droite. Tout le pays, y compris en Wallonie, où il y a une majorité néerlandaise. Donc, et où le PS est renvoyé dans l'opposition. Et donc, Bruxelles n'a plus de... Avant, même à l'époque de Michel, du gouvernement Michel, on avait une région wallonne socialiste, on avait une communauté française socialiste, donc on n'était pas tout seul. Il y a eu même à un moment donné où le CDH, vous venez avant les engagés, ça s'appelait le CDH, ont mis le PS wallon en 2007, ont mis le PS wallon dans l'opposition. Il y avait encore la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc Bruxelles n'était pas complètement enclavé. Maintenant, complètement enclavé. Plus aucun volet. Or, vous avez bien compris que ce pays, tout se mêle. Hein. On n'est pas des îles ici, hein. C'est pas des îles. Bruxelles, c'est complètement intégré dans ce pays. Donc voilà. Donc, il y a un premier problème. Et très vite, en parallèle, après les communales, les néerlandophones qui n'arrivent pas font une majorité avec la NVA. Ils disent, oh, allez, on va, tant pis, la NVA, finalement, la dame, là, elle est sympathique, c'est pas, enfin, comment il raisonne, mais la même groupe qui négocie, arrive à un accord, préaccord, il y a un gros NGA, VLG, Vorhuis. Et là, le PS, on n'a jamais fonctionné comme ça. Et alors, les néerlandophones, on dit, les partis flamands, surtout, on dit, c'est notre droit, on fait la majorité qu'on peut, on n'a pas à discuter avec les francophones. Et là, on revient avec le schéma confédéral. Bon, ça s'est jamais fait comme ça à Bruxelles. Il y en a qui disent que oui, moi, ça ne s'est jamais fait comme ça. Même si les discussions au départ se font séparément dans les deux groupes linguistiques, il y a on essaie de dire comment on va se trouver ensemble. On essaie de se trouver ensemble. On doit quand même faire un gouvernement unitaire, francophone, néerlandophone, et un gouvernement avec un vrai programme, pas de l'addition de deux programmes. Et donc, ce processus un peu spécifique de Bruxelles, il n'y a personne nulle part ailleurs où on négocie en parallèle. Le seul endroit où ça se pourrait, ça capote. Alors, on essaye. Je voudrais juste comprendre une chose. Quand vous me dites majorité néerlandophone, en fait, c'est pas, il y a juste la majorité côté néerlandophone, mais pas du côté francophone. Parce qu'ici, quand ils font la majorité avec Groen, NVA, VLD, Vorhuis, et ils espéraient fusionner avec le PS en francophone. C'est ça que le PS a fait, qui a mis son veto. Parce que je veux dire, si maintenant il y a une coalition qui se fait sans le PS n'a pas, s'ils ont la majorité, le PS ne peut pas se faire son veto, je veux dire. Ah oui, on va voir, c'est des tentatives. Donc ici, c'est la première étape, jusque l'automne 24. Donc, les francophones, mais j'étais d'après loin dans l'idée, on va y aller, les gars, hein, mais on va attendre les communales pour ne pas conclure un accord avec des mesures d'austérité. Donc, il dit non, on va attendre. Bon, clash, ils discutent. Bon, ça, encore une fois, pour le sucre. Et du côté néerlandophone, ils disent on n'arrive pas on peut pas travailler avec le parti, et donc il faut travailler avec la NVA. Parce que la NVA, finalement, c'est le grand parti de la France, c'est le grand parti national. Donc, c'est important que Bruxelles n'est pas la plus grosse force politique flamande contre elle dans l'opposition. Donc, on va, surtout que la NVA, il y a un ministre NVA, gouvernement flamand, il faut que les affaires bruxelloises. Donc, ils avancent là-dessus, et là, le PS dit non, ça c'est le premier, comme gros clash. Ça, c'est plutôt le premier avec les. Deuxième problème, deuxième tentative, c'est quand Verhofstadt à l'automne, tu dis, on va remplacer la NVA par le CDNP. On va passer un secrétaire d'État francophone au flamand, donc on veut d'avoir un secrétaire d'État néerlandophone et on va avoir deux néerlandophones et un francophone.
Il ne faut pas faire de grandes réformes, on peut le faire. Seulement, à un moment donné, on imagine même de dire, allez, on change juste les ministres francophones, sans faire avec des astuces, sans devoir avoir une majorité au Parlement. On change et on essaie de trouver une solution. On change donc Écolo et filles par les engagés, et donc on a une majorité MR, PS engagés, et on garde Rhône, VLD, Vaureuil. Et on essaye d'avoir l'appui extérieur du CDNP. Enfin bon, on essaye de trouver une solution. Roger, le VLD de nouveau dit ça, je ne sais pas. Puis arrive le 1er mai, et là, on va on commence un peu à la discuter à l'avoir mauvaise. Certains disent à la FGTB, vaut mieux un gouvernement de droite que pas de gouvernement du tout. Et donc, on dit à ce moment-là, mais écoutez, les gars, on a une majorité de gauche, prenez vos responsabilités, on fait un appel le 1er mai, donc à la tribune, le 1er mai, on danse un marché. Et là, c'est pourquoi tu dis, non, moi, je suis lié au gouvernement fédéral, j'ai des accords avec la MGA, et je ne peux pas m'allier avec le PTD. Alors après, il y a une tentative bouchée, je dis, bon, on va le faire sans TS. Alors, c'est Écolo qui dit, ah, maintenant, ça serait ça. Puis, on va faire une tentative sans le MR, ben là, voilà, le BNB, TBC. Et donc, la solution minimaliste, enfin, on n'a pas encore essayé de la team, hein, ça c'est maintenant, il n'y a personne qui a encore essayé. La solution minimaliste, ben, on garde le gouvernement actuel. Voilà. Et donc, c'est une solution minimaliste. Simplement, il faut alors trouver des majorités ponctuelles pour voter le budget. Et donc, c'était l'idée de dire, votons d'abord un budget, c'est le plus important, et puis après, on verra bien comment on le met en œuvre, et ça devrait être mis en œuvre par le gouvernement. Voilà. Alors, il veut dire que non seulement nous, comme interlocuteurs sociaux, force de mobilité, à travers des partenaires, on fait des sorties en public, on essaye de dire, qu'on faut trouver dans cette région les travailleurs, les travailleuses, les testeurs, les non-marchands. Après, par exemple, le 7K est paniqué, il va filer une grosse partie d'affiliés qui sont dans le secteur non-marchand, la santé, on commence à licencier, ça va pas, quoi. Je veux dire, on a un accord non-marchand qu'on aime très bien renouveler. Et puis la société civile, ben, vous le voyez, il y a différentes manifestations. On essaye avec la CEC de trouver des modes d'expression. Il y a des suites pour le moment, encore des réunions de ceux et celles qui ont appelé à l'union de la gauche, puisque finalement, il y a 3 familles de gauche dans les socialistes. On a les écolos, ben, on a dit écolo, Groul, ben, notre écolo, c'est un peu mauvais, parce qu'en plus, Groul a fait campagne en français. La seule famille qu'on va appeler communiste, qui est une terre, le PPD, le PPDA, elles aiment pareil. Mais on les rencontre aussi la semaine dernière. Voilà, donc ça c'était les tentatives. Pour l'avenir, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de gouvernement? Ben, il n'y a pas de gouvernement. On vit, on est là. Hein. Il y aura de la casse, sociale, ça va créer des mouvements sociaux, il y aura peut-être des problèmes à gauche, à droite, dans les quartiers, dans certains secteurs, des grèves, des mouvements, mais voilà, un pays, le reste du pays fonctionne, hein, donc tout n'est pas, la Bruxelles ne gère pas tout. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est, on avait participé avec les patrons, avec la CSC, avec l'associatif, on avait fait les États généraux de Bruxelles. Ça avait vraiment aidé, on a été tout un travail pendant 3 ans, on a scanné mais quel projet processuel. En partant du principe qu'on ne devait pas être d'accord pour tout, mais il fallait être nous d'accord avec les patrons. Mais mettre le projet de Bruxelles, faire les États généraux de Bruxelles, réfléchissons sur l'avenir de Bruxelles, c'est-à-dire dire est-ce qu'il faut... Voilà. Alors, quelle réponse? Alors, il y a plusieurs pistes. Alors, il y en a qui disent qu'il faut sortir de ce modèle avec 3 régions, 3 communautés, les top-cop, les top-com. Hop, on fait un fédéralisme à 4 régions. Point barre. Une communauté, des accords de coopération, on va co-gérer, les Wallons et les Bruxellois vont co-gérer l'enseignement ensemble. Mais chacun a son budget, chacun a son truc, et ça, c'est l'affaire francophone. L'option flamande, c'est non. On va faire du confédéralisme à 2, donc 2 grandes entités, la plante, la Wallonie, et 2 petites, qui ont des statuts particuliers qu'on va co-gérer. Les germanophones, bon, c'est en temps important des poussées. Voilà. Donc, on a le statut 2 plus 2.
On entend ça dans les législatives. Et puis, il y a le statu quo, on retrouve ça. Donc, il faut voir si on peut retourner au jour tout de suite, ou en tout cas en 29, parce que il faut bien qu'au plus tard, en 2029, on va voter à tout le niveau de pouvoir fédéral. Il est clair que la campagne va se faire notamment sur l'avenir de Bruxelles. Et on peut imaginer que De Wever va venir avec ses propositions à 2+2. Hein. Il va dire, voilà, arrête avec cette région infréquentable, qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, ils ont été incapables de se gérer. Ils ont prétendu être nos équivalents. Non, on revient à un modèle qui nous convient. Voilà. Donc, ça, 2029, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y aura une négociation en 100 jours, en 200, en 300, en 5 ans? Ça, bonjour. Mais le terrain, il faut le préparer. On doit au moins savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, retourner aux urnes, voilà. Parce qu'on sort de ce modèle de stabilité et imaginez si Bruxelles ne vote et pas la Wallonie, qu'est-ce que devient le gouvernement à la fin des français? Des listes bilingues, on arrête d'avoir ce choix-là, voter francophone et anglophone, et on revoit les règles de majorité. En 2001, ils ont inventé tout un système pour débloquer. Ils ont négocié un système pour, si jamais ça se bloque, on pourrait le débloquer comme ça. Je ne rentre pas dans le truc, mais parce que d'avoir bien compris. Peut-être c'était là, on n'a pas arraché les cheveux, mais voilà, on peut très bien imaginer qu'on change les règles de majorité pour essayer de les débloquer. Sauf que c'est inévitable, il faudra inventer des systèmes pour débloquer. Ça, d'accord. Revoir le nombre de ministres, secrétaires d'État, donc ça craque, ça. Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas, alors certains disent, les néerlandophones, les partis néerlandophones Bruxelles, il faut fusionner les communes. Il faut faire des districts comme en Anvers. Donc, toutes communes. Le problème de Bruxelles, c'est qu'on a de toutes petites communes comme Ganshorn et puis des immenses communes. Donc, c'est ce système. Alors, on a les zones de police, voilà, peut-être des gardiers, peut-être des... Et alors, évidemment, il faut que nous, on réfléchisse sur des nouveaux transferts. Certainement, De Wever va venir avec la Sécu. Il doit vouloir qu'on termine pour la santé. On a commencé, on termine. Il y a l'enjeu, je n'ai pas expliqué ça, mais qu'on s'est battu et on a obtenu, et les pour contre d'accord Fontaine, nous avons des raisons. Pas question d'avoir de conventions collectives flamandes ou flamandes. Il peut y avoir des conventions collectives, mais elles doivent être rendues obligatoires par le fédéral. C'est-à-dire que le fédéral, c'est compétent pour le droit du travail, la sécurité sociale par cotisation et les conventions collectives qui ont forme de loi. Voilà. Donc, quelles compétences on transfère? Oui, non. Inutile de dire que nous, on va battre contre la Sécu, qu'on va pas prendre la Sécu. On parle des tribunaux, et même la justice. Hein, après, je pense que l'imagination au pouvoir, seulement, on ne peut réformer que si, et seulement si, on a 2 tiers de majorité, une majorité de 2 tiers, au Parlement fédéral. Donc, Bruxelles n'est pas autonome. C'est le pays. Excusez-moi. Et un million. Excusez-moi. Donc, pour dire à la fin qu'on n'attend rien, quoi. Donc, tout est bloqué, qu'on est là, voilà. Alors, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Ben, je ne sais pas. Nous avons 1900 pour voir. Donc, on peut. Donc, la seule chose qu'on peut faire, nous, comme syndicalistes, c'est de dire que non, ça ne va pas. Donc, et dire comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir un gouvernement qui n'est pas de gauche? Est-ce qu'on est prêt à avoir un gouvernement qui fait l'Arizona comme De Wever, comme Boucher voulait le faire? Parce que Boucher, c'était ça son truc quand il était formateur. Il a dit, moi j'ai gagné et donc on va faire une réforme. Les socialistes ont perdu. Et lui, dans sa tête, ils ont perdu au niveau national. Les socialistes ont perdu et donc maintenant, on va faire une réforme libérale. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? En fait, la question est, est-ce qu'il y a un moyen de forcer un accord? Parce que vous mettez seulement si la majorité des 2 tiers au Parlement est d'accord, on peut faire une réforme. Mais à l'heure actuelle, est-ce que le fédéral peut forcer le régional à trouver un accord? Non, pas du tout. Il n'existe aucune législation, aucun truc. Que la voix de l'opinion. Est-ce qu'une partie du problème ne vient pas au fait qu'à un moment donné, je ne sais plus quand c'était, ou 12 ans, on a calqué les législatures régionales et fédérales pour que les élections tombent en même temps? Si on avait gardé soi-disant, parce que c'était plus facile de former des majorités à ce moment-là, dans tous les niveaux de pouvoir,
si on n'avait pas eu ça et qu'on avait gardé cette scission, Boucher n'aurait plus pu dire ah ben voilà, moi j'ai gagné au niveau voilà. C'est tout à fait raison. Donc l'effet pervers, si vous voulez. Donc l'idée était de dire on va arrêter d'inviter les citoyens à aller voter tous les ans. Donc, il y a les communales, il y a les régions et les communautés. Donc on va et les européennes. Donc il y a quatre niveaux de scrutin. Donc on est appelé 4 fois. Et l'Europe c'est tous les 5 ans. Avant le fédéral c'était tous les 4 ans. Et les communales c'est tous les 6 ans. Alors les communales on n'a pas touché, c'est les autres 6 ans. Et on s'est dit on va s'aligner sur les européennes. Et tout le monde va voter sauf aux communales en 2004, en 4 et en 9. En 4 et en 9. Donc en 2024 et en 2029, en 2034, et on a ce qu'on appelle des parlements de législative. Donc ça c'était l'idée. On va arrêter. On a connu ça, les Kindermark 1, 2, les Martens 1, 2, 3, 4, 5. On a connu cette période, enfin, les vieux. Donc on dit non, on arrête, on veut on veut calmer sinon le citoyen va commencer à t'énerver, c'était pas ouais. Et il va voter, il va pas bien voter. Mais tu as raison, l'effet pervers, c'est que les enjeux fédéraux polluent les enjeux régionaux. Et en même temps, les Bruxellois, ils ont dit fuck à l'Arizona, excusez-moi. Ils ont dit l'Arizona, on peut pas. Et ça, Boucher, il a là, quoi. Oui, donc je voudrais appuyer, effectivement, c'est une piste très concrète, finalement, que la camarade propose. C'est pas mal relevé, pas mal vu, je trouve. Mais j'avais un autre point que je voudrais souligner. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que syndicat? Parce qu'effectivement, c'est pas notre responsabilité, je pense, de former un gouvernement, d'être directement dans ce chantier. Par contre, il y a 2 éléments de blocage qui visent la gauche, ou on va dire où la gauche ici est visée. Et je pense que là, on a peut-être encore une certaine influence à avoir. Je pense à ce pseudo cordon sanitaire inventé par la droite, qui normalise depuis un moment des politiques de plus en plus extrémistes. On est de plus en plus dans l'extrême droite, y compris au sein du MR, qui est phagocyté par l'extrême droite de l'intérieur. Donc tout ça se normalise et chaque fois avec l'excuse, avec un effet miroir, ah non voilà, avec le PTB on peut rien faire parce que c'est l'extrême gauche soi-disant, ce qui est exactement le même discours que Trump aux États-Unis. La moindre opposition, la moindre quoi que ce soit, la moindre parole qui n'est pas du tout extrémiste, c'est automatiquement taxé d'extrême gauche. Donc là, je pense qu'il y a une partie de guerre culturelle, il y a un élément de lutte à mener, premièrement, et l'autre élément, c'est par rapport à ce qu'on constate avec la team Fouad Haïdar. Là, il y a un élément raciste, clairement. C'est un peu le même principe. On exclut d'office un parti, oui, un parti en l'occurrence, avec de nouveau des arguments complètement fallacieux, complètement bidons. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec l'appel du 1er mai et qu'on continue maintenant. Je vous ai expliqué que pas rendez-vous, on a fait des choses, on en a déjà une avec le PS. C'est vrai qu'on n'a pas invité, j'ai questionné l'organisateur pourquoi on n'a pas invité la team. Mais ouais, mais c'est compliqué, on a des trucs. Mais c'est vrai qu'on a déjà essayé de réconcilier nous comme porte-de-bourg, comme syndicat, avec quand même, sur 700 000 travailleurs, on a quand même 400 000 affiliés, il y a des chômeurs aussi, enfin bref, on n'est quand même pas à cette du coin de la rue. On peut effectivement dire aux partis de la gauche, vous devez renouer le dialogue. Et je pense que ça, c'est en train de passer. Maintenant, est-ce que ça va? On va pas les réconcilier. Enfin, nous, on va pas décider à leur place. On va pas leur dire, maintenant, vous êtes copains comme cochons, hein. Non, là, il va bien falloir que ça. Et chacun a son job. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que nous avons un autre enjeu qu'une Bruxelloise. J'en ai un petit peu parlé sur la sécurité sociale. C'est que nous, ce qui nous attache, c'est le pacte social. Le fameux pacte 44, c'est la sécurité sociale, mais c'est aussi toute la concertation sociale. Donc, comment on dialogue entre patrons, syndicats et gouvernement en Belgique
Ça, on connaît, Conseil national du travail, Conseil central de l'économie, accord interprofessionnel et tout ça. On a créé en 30 ans, en 40 ans, on a créé nos propres institutions, nos propres dynamiques de concertation. Nous avons une vocation de dialogue social, nous avons une vocation de progrès social, nous avons un projet de facilitation sociale, de faire la paix sociale. Notre job, c'est pas de faire la grève, qu'on la fait quand il faut la faire, et on y est bien compris aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des accords sociaux, c'est d'aller chercher des fixes, c'est d'aller chercher des politiques sociales, un enseignement gratuit, efficace, d'avoir des hôpitaux qui tournent. Et donc, on doit le faire avec les patrons. Et donc, c'est notre job à côté. Parfois, évidemment, quand on essaye d'emmener les patrons dans notre réflexion autour de l'avenir de Bruxelles, le PTB, le team King Friday, c'est pas leur pote non plus. Hein. Donc voilà, eux, ils sont plus libéraux. Et puis donc, il faut trouver, on est dans un fameux donc la seule chose, c'était encore pas question, mais la seule chose, c'est qu'on a maintenant 3 ans. Et donc, mais par contre, on doit préparer, on doit être présent dans la campagne électorale en 2020, comme FGTB, avec nos projets, nos valeurs, nos revendications. Et pour nous sortir de cette et pour faire de cette ville une ville agréable, on a parlé de pauvreté. On peut dire tout est dramatique à Bruxelles. Moi, je ne dirais pas ça. Je veux dire, on a quand même une ville. Encore chez un habitant, il y a encore moyen de bien vivre. Donc, il faut que ça puisse continuer. D'abord, je pense que la FGTB ou enfin le Front syndical devrait dire plus clairement, voilà, le team et ça permet une majorité de gauche et donc faites-le, please. Deuxièmement, dans les pistes de financement dont on n'a pas parlé, vous avez dit implicitement revenu cadastral. Enfin non, vous avez dit implicitement le patrimoine immobilier. Et donc moi, j'attends toujours avec impatience de payer un peu plus d'impôts. Je suis propriétaire immobilier, enfin j'ai ma petite maison et je trouve que je paye pas assez d'impôts. Et donc, est-ce que l'adaptation du cadastre, par exemple, est possible, la fameuse, uniquement au niveau bruxellois? Et est-ce que vous avez d'autres pistes de financement, disons, des plus riches? On a un conseil syndical quand le 18 mars. On organise un conseil syndical sur la question du logement et la fiscalité est à l'ordre du jour. Les invitations sont lancées.